Bonjour à tous. On vous dit toujours, dès qu'on commence à vous parler de mettre des sanctions commerciales, comme l'a fait Trump par exemple par rapport à la Chine, on vous dit « Ah bah oui, mais le consommateur va être lésé, il va payer 10% de plus sur ces produits-là. » D'accord. Sauf que, voilà la question, le libre-échangisme a coûté combien de chômeurs? Il a mis combien de gens sur le carreau? Combien de gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus ou des revenus faibles, des revenus de transfert? Toute cette question du consommateur, quand on ramène l'agent, l'individu à son seul pôle consommateur, effectivement, on va toujours essayer de tirer les prix vers le bas en délocalisant. Mais si on relocalise, on va créer combien d'emplois, combien de richesses? Cette richesse, elle va être dans la population et les gens ne vont même plus se poser la question de savoir s'ils vont payer tel produit 1 euro de plus ou de moins. Ils s'en fichent. Bruxelles, alors on nous parle toujours de l'Union européenne comme une institution qui va nous rassembler, nous créer une forme d'union, qui va nous permettre de peser, d'avoir de la puissance. On voit bien de plus en plus que non seulement c'est pas le cas, mais que même Bruxelles nous déshabille de notre puissance, c'est-à-dire qu'elle déshabille la puissance des États sans rien transférer ailleurs. Et nous retrouvons en fait une zone sans frontières pour les produits qui viennent de partout, sans frontières par rapport aux questions migratoires, dont on pourrait parler, parce que là aussi, on va avoir de très mauvaises surprises, à mon avis, dans les mois qui viennent. Des hauts responsables chinois ont pointé la défaillance de l'Occident, sa perte de puissance, sa perte d'autorité. Donc on voit bien qu'il y a un bras de fer qui est en train de s'instaurer entre une Chine qui a pu rebondir avec son système ultra-totalitaire, tout en gardant la main, le régime a gardé la main. Nous, on ne sait pas encore où on en est. Donc, en fait, on voit bien que Bruxelles ne nous a apporté aucune puissance depuis 20 ans, nous a affaiblis, a fait de l'Europe un vaste territoire ouvert à tous les vents. Donc, je pense que là aussi, évidemment, la construction européenne est quelque chose qu'il va falloir grandement revoir, peut-être même la première chose à revoir dans les mois qui viennent. Le patrimoine des Français, à mon avis, est menacé depuis bien longtemps. Vous avez des magasins de chaînes, vous avez des fast-foods, toujours des chaînes. Bon, peu à peu, on voit bien, le système socialiste que nous avons broie les petites entreprises. Le socialisme nous déshumanise, il tue la petite entreprise indépendante. Je voudrais vous faire une remarque à ce niveau. Dans les années 80, tous les milieux d'affaires étaient politiquement orientés autour des Reagan, Thatcher, etc. Bon, aujourd'hui, les milieux d'affaires ne sont plus. Ils sont pour Macron. Ils sont pour tous ces gens-là. Pourquoi ? Parce que le socialisme, c'est pas pour eux. Le socialisme, toutes les charges à payer, toute la fiscalité, ils ont des paradis fiscaux, ils ont des moyens d'optimiser, de placer leur siège où ils veulent. Renault a mis son siège en dehors de la France. Vous voyez, tout est fait pour payer le moins d'impôts, laisser le moins ici. Donc finalement, les impôts, les charges, c'est pour toutes les petites entreprises, y compris même des grosses entreprises, mais qui sont enracinées dans le territoire national, qui, elles, payent et donc se retrouvent affaiblies, et ensuite rachetées. Donc il y a tout un système de captation du patrimoine économique de notre pays, au profit, évidemment, toujours des mêmes, finances multinationales qui raflent la mise à peu près partout. Les banques centrales injectent de la monnaie factice, plus ou moins, à travers ce qu'on appelle le quantitative easing, à hauteur de 600, 700, 1000 milliards d'euros par an. Bon, des sommes considérables. Mais tout ça transite par les banques qui ne le réinjectent pas dans l'économie réelle, et s'en servent pour la spéculation. C'est pour ça que malgré cette injection d'argent, on n'a pas vu d'inflation. La seule inflation qu'on voit, c'est celle des actifs financiers qui gonflent parce que les banques ont tout capté. Donc en fait, bien sûr, si cet argent avait été investi dans la recherche, si cet argent avait été investi dans des entreprises innovantes, il est bien évident que nous aurions retrouvé déjà des éléments de puissance, des entreprises viables qui créent de l'innovation. Aujourd'hui, c'est les entreprises innovantes qui sont la puissance et la prospérité de demain et d'après-demain. Aujourd'hui, l'Europe, sur tous les domaines principaux, que ce soit par exemple l'intelligence artificielle, est complètement à la remorque et des États-Unis et de la Chine. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, il y a un État qui organise la recherche, qui la finance. Il y a encore un État puissant qui participe de tout ça. Au niveau de la Chine, il y a un autre phénomène. C'est tout simplement que la Chine joue sur une population qui a un faible pouvoir d'achat pour dégager des recettes à l'export
Et ensuite, cet argent n'est pas redistribué à la population. Une grande part n'est pas redistribuée à la population, en tout cas pas dans les mêmes proportions que ce qu'on fait en Europe. Cet argent sert à développer de nouvelles industries, développer de nouvelles technologies. Ça sert stratégiquement les intérêts de la Chine, qu'il s'agisse de recherche ou d'acquisition d'entreprises occidentales, et que donc ils n'arrêtent pas de progresser sur le dos d'une part de leur population qui est privée du fruit de son travail, on va dire. Nous, en Europe, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en Europe, c'est du social à tout va. En France, n'en parlons même pas. On n'a plus les moyens de dégager ce qu'il faut pour financer la recherche. Et donc, nous perdons d'année en année de la capacité à trouver de nouveaux créneaux porteurs. Normalement, ceux qui doivent s'occuper de nous, dans toutes ces questions sanitaires, c'est le gouvernement français. Bon, le gouvernement français ne s'est pas occupé de nous, puisque en 2012, il y avait un stock d'1 milliard de masques. Depuis, il n'y en a plus. Bon, on ne sait pas où ils sont passés, donc ils ne se sont pas occupés de ça. À travers tous ces échanges, cette circulation de gens à travers le monde, qui viennent d'endroits très différents, il est bien évident que les virus, il y a des virus spéciaux qui vont voyager, les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes. Donc on pouvait quand même s'y attendre. Il y avait déjà eu des alertes. Notre gouvernement ne s'en est pas occupé. Et donc il faut compter sur Bill Gates. Mais Bill Gates va le faire à quel titre? Et puis si alors le vaccin, il y a un problème, on va s'en prendre à Bill Gates? Je suis démocrate, je suis pour élire un gouvernement qui va s'occuper de nous, un gouvernement qui est responsable vis-à-vis de nous, un gouvernement qu'on va pouvoir vilipender ou révoquer si ça ne va pas. Voilà, moi Bill Gates, je ne sais pas à quel titre il va prendre le pouvoir pour essayer de nous aider. Bon, s'il veut faire des dons à des institutions, très bien, moi il n'y a pas de souci. S'il veut aider, je ne suis pas contre a priori, mais qu'y a-t-il derrière tout ça? Voilà. D'abord, pour commencer, le modèle chinois, l'économie chinoise n'a décollé que parce qu'elle a été puissamment aidée par les Occidentaux. À partir de 1979, l'avènement de Deng Xiaoping, on tourne le dos du côté chinois au maoïsme, donc on essaye de rentrer dans une économie plus libérale, qui ont de reprendre contact avec le marché, donc ils ont bien fait. Les Occidentaux ont immédiatement saisi la balle au bond et on a de plus en plus délocalisé toutes nos productions là-bas. Alors on nous a vendu ça à nous, Européens, moi j'ai connu puisque j'étais étudiant en Sciences Po à ce moment-là, donc je me rappelle très bien de la teneur des débats. On nous disait oui mais voilà, des pays comme la Chine vont se développer, donc ils vont avoir une classe moyenne. Eux, on va leur filer en gros tous les travaux de merde, hein, excusez-moi l'expression, hein, c'est-à-dire tout ce qui pollue, tout ce qui travaille fastidieux, pénible, etc. Et nous, il va y avoir une classe moyenne qui va émerger là-bas, on va leur vendre des ordinateurs, des voyages, de la culture, du luxe. Bon, donc on allait toujours en fait piloter ces gens-là de haut, et en fait tout le monde allait monter, et nous on allait monter, on allait garder notre position. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En réalité, la Chine a récupéré toutes les industries, effectivement de base. On ne fait plus rien aujourd'hui. Donc on est complètement sous dépendance complète. La Chine, de son côté, a gardé les réserves de ce qu'elle gagnait à l'export pour monter en gamme. Donc elle nous concurrence, et même, c'est même plus elle nous concurrence, elle nous bouffe même sur toutes les hautes technologies. Et donc nous nous retrouvons avec une Chine qui est le principal exportateur mondial. À la limite, la Chine couvre pratiquement tous les besoins aujourd'hui. Les multinationales gagnent trop d'argent avec la Chine, nos pays sont trop dépendants, donc on ne rentre pas dans un monde pacifié autour d'une grande idée d'échange ou de partage, etc. Non, on revient à un monde où la puissance prime, et la puissance aujourd'hui, tout est entre les mains des Chinois.